Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Victorine Ndeye, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargée du logement. Elle est l'invitée de Babacar Fall. Plusieurs sujets, le programme des 100 000 logements, le coût du loyer, les difficultés d'application de la loi sur la baisse, les démolitions de maisons et bâtiments récurrentes, la gestion de la pandémie de Covid-19, son engagement politique et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Victorine Ndeye face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La situation sanitaire, elle reste grave, mais le respect des gestes barrières peut empêcher le Covid-19 de continuer de faire des victimes dans le pays. C'était un rappel. Un membre du gouvernement est donc notre invité, la secrétaire d'État au logement, Victorine Ndeye. Bonjour. Bonjour Babacar. Bonjour aux auditeurs de la RFM. C'est avec une immense joie que je reviens ici, que je reviens dans ma maison. Votre maison GFM, vous avez été pendant 5 ans la DAF, la directrice administrative et financière du groupe Futur Média. J'imagine que vous avez gardé des souvenirs, des bons souvenirs. D'excellents souvenirs, Babacar. Souvenirs avec la radio, souvenirs avec l'Observateur, souvenirs avec la télé. Ça a été un immense plaisir de travailler avec de la compétence qui se ressent dans toutes vos éditions, Babacar. Merci en tout cas pour cette première. Votre première émission depuis votre nomination au gouvernement le 1er novembre 2020. Le président de la République vous a donc confié le secteur très important du logement. Et alors, avec quelle feuille de route ? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier le président de la République pour le choix porté sur ma personne. Je mesure ce choix à sa juste... Je saisis l'importance en fait de ce choix et je le considère quelque part comme un sacerdoce. Pour revenir à votre question par rapport au logement, le président de la République veut que le logement soit accessible au plus grand nombre des Sénégalais. Le logement, c'est le rêve de toute une vie. Tout père de famille, toute mère de famille aspire à avoir un toit. C'est la première des sécurités. Et le chef de l'État en a conscience. C'est pour cela qu'il a mis en place le projet 100 000 logements. Il a été identifié en 2013 un stock de plus de 300 000 demandes de logement, auquel stock viennent s'ajouter 15 000 demandes additionnelles chaque année. Et à côté, pas plus de 5 000 offres de logement. Donc c'est dire vraiment que le problème est structurel. Et à ce problème structurel, le président Macky Sall a voulu apporter une solution structurelle. Structurelle en quoi faisant ? En proposant d'offrir 100 000 logements pendant 5 ans. Au bout de 5 ans d'arriver à 100 000 logements. Le chantier est vaste. Et pour le faire, il a décidé de réduire le coût du logement. Le logement social est plafonné à 20 millions. Le président de la République a dit 20 millions, c'est beaucoup pour que le Sénégalais lambda puisse accéder à ce logement-là. Voyons comment réduire ce coût du logement. Il a d'abord apporté des mesures par rapport au foncier. Le foncier sera gratuit. Les VRD seront gratuits, les VRD primaires. Les VRD secondaires et tertiaires sont laissés à la charge du promoteur. Au niveau fiscal, des exonérations ont été faites. Exonération fiscale et douanière, la TVA, les droits de douane et les droits d'enregistrement stabilisés à 1%. Et tout cela mis ensemble concourt à faire baisser le prix du loyer, le prix plafond qui va baisser, qui va de 20 millions à 12 millions. C'est une économie de 8 millions. Pour faire simple, disons que le président de la République a voulu accorder une subvention à l'acquéreur, une subvention de 8 millions sur le prix du logement. Mais cette subvention, elle vient d'où ? Cette subvention est une sorte de redistribution de la croissance. Parce que renoncer à des droits de douane, donner le foncier gratuitement, ce sont des ressources qui auraient pu être inscrites dans le budget de l'État. Donc c'est une forme d'inclusion sociale. À ces acquéreurs. Mais qui sont ces acquéreurs ? Ces acquéreurs, ce sont les Sénégalais.
C'est le citoyen sénégalais qui travaille, revenu faible et moyen, qui travaille au Sénégal, qui travaille dans le secteur informel ou le secteur formel, qui a des revenus réguliers ou irréguliers, mais qui gagne moins de 450 000 francs. Ce n'est peut-être pas pour vous, mais le Sénégalais doit avoir un revenu mensuel évalué à moins de 450 000 francs. Et il doit aussi être primo-accédant. Il ne s'agit pas d'offrir la possibilité à d'autres d'avoir plusieurs maisons. Mais c'est aussi le Sénégalais de la diaspora qui vit et travaille à l'étranger, à qui 20% de ce programme est dédié. Mais la cible, revenons-en à la cible. Nous parlons d'habitat social, donc une cible qui mérite un traitement particulier. Cette cible, elle ne satisfait pas toujours aux conditions traditionnelles des banques, notamment la garantie. C'est pour cela que le chef de l'État a créé le Fonds pour l'habitat social, dont la seule mission est de garantir les prêts des acquéreurs et de bonifier les taux. Donc toutes ces mesures mises ensemble font qu'aujourd'hui, l'État joue son rôle d'assainir le secteur et de permettre au secteur privé de venir jouer son rôle. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui de pouvoir le dire, qu'une première convention a été signée, que les travaux ont démarré et que très, très, très prochainement, comme l'a dit le promoteur, d'ici au 31 mars, nous pourrons aller visiter, car les premières maisons sortiront en fin de terre. 31 mars. Je vous le dis, et on prend date ici, Babacar. On prend date et on fera la visite. S'il plaît à Dieu. Le déficit en logement au Sénégal tourne autour d'un demi-million d'unités. Entre 400 et 500 millions de logements pour satisfaire la demande. Donc cette dernière initiative que tout le monde connaît, la plus populaire, ce sont les 100 000 logements, le projet des 100 000 logements à Daga et Kholpa, situés à 55 km à l'est de Dakar. Mais aussi, ces 100 000 logements concernent d'autres régions. Ce n'est pas 100 000 logements à Daga et Kholpa, parce qu'il y a d'autres régions qui sont concernées, avec des investissements, c'est bon de le préciser. Vous le dites un peu dans votre dernier propos, des investissements essentiellement privés. Et cela faisait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Vous nous annoncez le 31 mars. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici à la fin 2021, avec le contexte économique très difficile lié à la crise sanitaire, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les choses avancent davantage? Nous y veillons, nous y travaillons jour et nuit. Vous avez parlé tantôt de Daga Kholpa, mais il y a d'autres pôles. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier à travers ce projet 100 000 logements, il y a l'équité territoriale aussi, que nous portons à cœur. Il s'agit de sortir du triangle Dakar-Thiès-Mbour. C'est vrai, maintenant, c'est beaucoup plus facile avec le développement des infrastructures. Les gens quittent Thiès pour venir travailler à Dakar. Mais il nous faut aller à l'intérieur du pays, puisque ces infrastructures aussi ont été faites. Ce désenclavement est possible. Et aujourd'hui, Babacar, il ne faut pas perdre de vue que ce programme, il est articulé. Il y a une stratégie nationale par rapport au plan national d'aménagement et de développement du territoire. Aujourd'hui, les pôles économiques qui sont redynamisés, il faut que l'État anticipe, il faut que l'État y soit, il faut que l'État accompagne en fait ce développement planifié de l'urbanisation en tant que tel. Et c'est à ça que sert ce programme. N'oubliez pas la croissance démographique aussi. Exactement. Urbanisation galopante, mais croissance démographique importante. Au Sénégal, la population va aller au-delà des 20 millions d'ici 2030. Est-ce que ça vous y pensez aussi? Et c'est le rôle de l'État d'anticiper. Parce que ce n'est pas compliqué. Quand quelqu'un veut se loger, il le fait là où il peut. Et c'est le rôle de l'État d'accompagner, d'anticiper, de sorte à permettre aux citoyens sénégalais d'être dans un environnement correct. Le programme 100 000 logements, c'est une composante d'un programme beaucoup plus global. C'est le programme Zéro bidonville. Et ce programme, il vise à éradiquer les bidonvilles à l'horizon 2035. Et il consiste à quoi? Il y a deux piliers, il y a deux pieds. Le premier, c'est de restructurer les bidonvilles existants. Il y en a. Le modèle de Baraka, à la Liberté 6, en est un. Le deuxième, ça c'est l'aspect curatif. Trouver des bidonvilles et voir comment faire cette restructuration urbaine. Je vous ai parlé du cas de Baraka. La deuxième composante, le deuxième bras, c'est d'anticiper.
d'anticiper la création de bidonvilles. En quoi faisant? En faisant de la planification urbaine, en créant de nouveaux quartiers, puis avec tous les équipements corrects qui doivent y être installés. Et c'est ça le rôle de l'État. Et quand on dit qu'à Dakar, il n'y a plus de terre, où est-ce que vous allez faire tout cela? J'ai parlé tantôt du développement des infrastructures. Je quitte mon bureau, je travaille à Diamniadio. Je fais 30 minutes de trajet. 30 minutes pour aller à Diamniadio. C'est correct? C'est plus que correct. C'est beaucoup plus que correct. Et on parle de Dakar, mais nous tous, nous avons voyagé, nous voyageons. Nous tous, nous voyageons. Combien, aujourd'hui, dans les pays développés, disons, plus personne ne parle de kilomètres. On parle de durée de trajet. Je suis à 2 heures d'ici, je suis à 1 heure de là. Ce n'est pas le kilomètre, ce n'est pas la distance qui compte, mais c'est le temps que l'on met pour y accéder. Et le président de la République a fait d'énormes progrès. Avec le président de la République, le Sénégal fait d'énormes progrès en termes d'infrastructures et de mobilité urbaine. Vous avez annoncé dans cette émission que les premiers logements, les premières clés seront disponibles le 31 mars. Je n'ai pas parlé des premières clés, j'ai dit les logements seront disponibles. Il faut faire la part des choses. Alors, dites-nous, expliquez-nous, c'est quoi la différence? Première clé, disponibilité des logements. La différence, c'est l'habitabilité. L'habitabilité, on ne peut pas donner des clés dans une zone qui n'est pas habitable. Et c'est tout le sens des mesures qu'a eu à prendre le président de la République, Macky Sall. Tantôt, j'ai parlé du Fonds pour l'habitat social, mais j'ai omis de parler de la SAFRU. Il y a une société d'aménagement et du foncier et de restructuration urbaine qui ne s'occupe que de l'aménagement du foncier. Et cette société, elle a des ressources. Pour preuve, les terrains qui sont vendus au niveau les terrains de la CDC, on en entend. Dans la zone de l'aéroport de Senghor. Les gens disent que c'est cher. Mais parce que 20 milliards de ces recettes sont affectées à la SAFRU, pour que la SAFRU puisse se déployer, puisse aménager et permettre au chef de l'État de dérouler sa politique sociale en matière d'habitat. Tout est coordonné. Alors, on constate que vous avez quand même du mal, le gouvernement a du mal à mettre tout cela en œuvre. On a même appris que vous auriez fait appel aux coopératives d'habitat, ça et là, pour davantage asseoir ce projet des 100 000 logements, c'est vrai? Je pense qu'il faudra mieux reformuler. Les coopératives d'habitat, ce sont des acteurs du logement. Si vous voyez la loi de... Ils n'étaient pas là au départ. Le projet initial, c'était, oui, investisseurs privés, venez construire, on vous donne gratuitement la terre, on vous allège la fiscalité, pas les coopératives d'habitat. Il faut faire la part des choses. Le projet initial, c'est la vision du président de la République qui doit être menée par des équipes. Je salue au passage mon frère Abdou Karim Fofana qui a eu à faire de bonnes avancées dans ce dossier. Nous sommes arrivés. Ce que nous jugeons bon, nous le prenons, mais il ne nous est pas interdit de changer d'orientation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le projet initial avait prévu la mise à disposition gratuite du foncier, notamment sur le site de Daga-Kholpa. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Faut-il se croiser les bras et attendre que le foncier soit disponible? Nous nous sommes dit non. Le besoin est énorme, il nous faut être réactifs. Il nous faut être ingénieux. En quoi faisant? J'ai parlé tantôt du promoteur, la première convention qui a été signée avec le promoteur privé qui a son foncier et qui le verse dans ce projet-là. Et il y en a d'autres et d'autres qui attendent, qui sont prêts et il ne s'agira que de signer des conventions. Mais à côté, nous avons des coopératives d'habitat. Des coopératives d'habitat qui datent de plus de 30 ans. Certaines ont le foncier, mais elles peinent à construire. Mais ces adhérents, ces coopérants, ne sont-ils pas des Sénégalais qui se sont cotisés pour accéder à la propriété immobilière? Il est de notre devoir de les accompagner, de leur trouver un constructeur, donc d'enlever la marge promoteur et de leur permettre d'accéder au logement à un prix correct. C'est la mission de l'État, c'est le rôle de l'État. Et cela, nous l'affirmons. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à toutes les coopératives, où qu'elles se trouvent, au Sénégal,
l'idéal même serait été de trouver tout de suite une coopérative de Tambacounda, de Kédougou. Nous allons travailler avec des coopératives. Nous les avons rencontrées. Nous avons rencontré l'Union régionale des coopératives, l'Union nationale des coopératives d'habitat, qui aujourd'hui sont prêtes à travailler avec nous. En attendant, bien entendu, que nous ayons la prise de possession de Daga-Kholpa. Dans la vie, il faut avoir plusieurs fers au feu. Et c'est ce que nous sommes en train de déployer actuellement. C'est notre stratégie pour la satisfaction de tous les Sénégalais et pour concrétiser la vision du président de la République en matière d'habitat. Tout cela montre nettement que l'accès au logement est très difficile dans le pays. Les coûts élevés sur les logements, les 100 000, vous avez dit que c'est plafonné à 12 millions, mais de façon globale, on a parlé des coopératives, le logement coûte cher, les banques commerciales avec des prêts accordés avec des taux élevés, des taux d'intérêt. Vous avez pris en compte tout cela, les banques, est-ce que l'État leur parle, est-ce que le gouvernement leur demande d'alléger davantage les choses ? Je viens de parler du Fonds pour l'habitat social dont la principale mission est de garantir les prêts. Qu'est-ce que fait le fonds ? Le fonds accompagne, le fonds donne la garantie dont a besoin l'acquéreur qui ne satisfait pas aux conditions traditionnelles des banques. Le deuxième pilier, la deuxième mission du fonds, c'est la bonification des taux. Je vous donne un exemple très simple. Je vais vous donner deux Sénégalais, deux types de Sénégalais. Le Sénégalais qui travaille dans le secteur informel, qui est liquide et qui n'est pas solvable, suivant les critères de la banque. Il va demander un crédit, la banque lui dira non. Vous ne pouvez pas, monsieur, vous ne pouvez pas accéder au crédit parce que vous n'avez pas de bulletin de salaire. Et Dieu sait qu'il est liquide. D'autres sont dans l'autoconstruction. Il est liquide, il ne satisfait pas aux conditions de la banque. À ce Sénégalais-là, le Fonds pour l'habitat social lui dit, viens, je t'accompagne. La banque, la garantie que la banque demande, le fonds va se substituer à cette personne pour cette garantie. Le deuxième type de Sénégalais à qui je m'adresse aujourd'hui, à qui s'adresse plutôt le Fonds pour l'habitat social, c'est le Sénégalais qui satisfait aux conditions de la quotité cessible, qui a un CDI, mais à qui la banque dira non, vous ne pourrez pas avoir de crédit parce que la structure qui vous emploie, rien ne me garantit que dans 15 ans, elle existera encore. Est-ce la faute à ce Sénégalais ? Le fonds lui dit non. La garantie que la banque te demande aujourd'hui, moi je suis là, je t'accompagne. Parce qu'il y a un réel problème au Sénégal. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, qui me dit, Madame, aidez-nous. Moi, je paie 250 000 francs de loyer et je ne peux pas accéder à un crédit qui me permette aujourd'hui de payer une traite mensuelle de 100 000 francs. Et c'est bien réel. C'est tout le paradoxe qu'il y a entre la volonté d'acquérir un bien et les opportunités qui existent avec les banques commerciales. L'invité du grand jury ce dimanche, on le rappelle, la secrétaire d'État au logement, Victorine Ndeye. Il y a aussi le côté marketing. Vous pouvez bien accompagner des privés pour qu'ils construisent des logements sociaux, accessibles, Daga-Kholpa ou ailleurs. Est-ce que vous êtes sûr du caractère attrayant de ces logements ? Est-ce que vous avez mené des enquêtes pour savoir si les potentiels acquéreurs ils sont intéressés par cette géographie-là, par cet environnement-là ? Je suis très à l'aise sur cette question, puisque quand on a parlé, tout à l'heure j'ai parlé de promoteur privé, mais le promoteur privé, à ce promoteur privé, l'État quand même a accordé des facilités. Mais en contrepartie, il y a un cahier de charge qui sera respecté. Un cahier de charge par rapport au type de maison. Un cahier de charge par rapport à la qualité des matériaux. Et un cahier de charge par rapport à un plan de lotissement. Tout cela est validé avant la signature de la convention. Donc l'État veille, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif de l'État. Ce n'est pas seulement le logement, mais dans le programme 100 000 logements, il y aura l'empreinte, il y aura l'ADN du ministère. Il y aura le logement, il y aura le cadre de vie et il y aura l'hygiène publique. Donc pour ce point-là, je vous rassure. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans la perspective d'aller en hauteur, puisque les besoins aussi ont évolué. Donc tout cela sera accompagné, sera encadré par une politique bien huilée. Voilà. En attendant de trouver un logement qui
qui leur appartient, beaucoup de Sénégalais vont tenter d'abord de résoudre l'équation du loyer. Cette loi sur la baisse du loyer votée par l'Assemblée nationale il y a 7 ans, c'était en 2014, en début 2014, son application a été difficile et d'ailleurs le loyer a plutôt connu une nouvelle flambée depuis quelque temps. En 2014, le président de la République, comme d'habitude, dans sa grande générosité, a été très sensible à la pression du loyer sur le panier de la ménagère. Une loi qui a été saluée par la plupart des Sénégalais, par la grande majorité des Sénégalais. Mais il se trouve qu'à l'application effectivement de cette loi, certains n'ont pas joué franc jeu. Et 5 ans après, c'est depuis 2014 quand même, effectivement, quand on étudie la moyenne, la courbe, on voit que ça remonte et que ça retourne au niveau de 2014. Et on s'en désole, hein. Mais je tiens à vous rassurer aussi, des travaux sont en cours pour la révision, pour l'évaluation de cette loi. Et au niveau du ministère de l'urbanisme, une direction de la régulation a été créée pour... une direction de la régulation et du suivi des politiques en matière d'habitat a été créée. Et cette direction, aujourd'hui, elle travaille sur la réforme de cette loi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de courtier, juste un petit exemple. Avant, pour être courtier, il fallait faire des études en droit. Aujourd'hui, tout le monde est courtier. Donc, ce secteur doit être régulé. Et au sein de cette direction, les travaux sont en cours pour la réforme de cette loi, qui sera à même de prendre en charge l'intérêt des Sénégalais et qui est très cher au président de la République. Alors ça veut dire que le gouvernement travaille à davantage faire appliquer une baisse des loyers, c'est cela? Une baisse des loyers par rapport à la régulation, la direction de la régulation dont j'ai parlé tantôt, mais aussi une baisse des loyers en jouant sur l'offre et la demande. Plus on aura de l'offre de loyer, plus sa demande va baisser. Aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, allez habiter à Malika, allez habiter à Daga-Kholpa, ce ne sera plus compliqué puisqu'on ne parlera plus de distance. Si pour quitter Diamniadio, venir travailler à Dakar, on met 45 minutes, on ira habiter là-bas. Donc, on joue sur aussi la disponibilité de ce produit qu'est le logement. Plus on aura de produits, plus le prix baissera. Mais en attendant qu'on arrive à cette vitesse de croisière qui nous permet de produire en masse des logements, parallèlement, il y a la direction de la régulation qui travaille sur la réforme de cette loi sur le logement. Réforme tendance baisse, nouvelle baisse. Forcément, ouais. Forcément. Est-ce que l'erreur, lors du vote de cette loi en 2014, l'erreur n'a-t-elle pas été de décider de la baisse sans tenir compte de la surface corrigée? Il a été juste dit dans cette loi qu'une baisse de 29% est instaurée sur les loyers inférieurs à 150 000, 14% pour ceux compris entre 150 000 et 500 000 et 4% pour ceux qui dépassent 500 000. Est-ce que techniquement, c'est la mathématique, le calcul qu'il fallait faire pour décider de ces baisses? C'est tout le sens de la révision dont je parle tout à l'heure, de la réforme. Et au cours de cette réforme, tous ces paramètres-là seront pris en compte pour vraiment permettre à assainir en fait ce secteur de la location. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi une chose, c'est que c'est le droit au logement qui est consacré dans la Constitution. C'est le droit au logement et non le droit à la propriété. Donc les problèmes de loyer nous interpellent parce qu'ils sont une problématique majeure dans ce qui m'a été confié par rapport au logement. Il y a l'habitation, il y a la propriété, mais il y a aussi le logement. Donc soyez rassurés que tout cela sera pris en compte et nous nous battrons tous les jours, autant que faire se peut, à mettre les Sénégalais à l'aise et à gérer le panier de la ménagère. La population, en tout cas, elle continue de se plaindre et attend sans doute avec beaucoup d'impatience cette réforme de la réforme. Alors, cherté des loyers, déficit du logement,
Et quand certains se débrouillent pour en avoir, on vient détruire, à tort ou à raison, ces nombreuses opérations de démolition d'habitations sur tout le territoire sénégalais. Victorine Dey. Démolition, c'est toujours le cœur gros. Ça fait mal. Ça fait mal de voir un père de famille, une mère de famille acheter un terrain, construire et voir sa maison démolie. C'est toujours avec un pincement au cœur qu'on en parle. Hein. Mais est-ce une raison pour laisser les Sénégalais être la proie de ces promoteurs? Si vous voulez parler de Mbour 4, qu'est-ce qui s'est passé à Mbour 4? Le président de la République avait pris la décision de donner des titres à un certain nombre de personnes qui avaient déjà été identifiées. Il fallait déclasser la forêt, puisqu'ils habitaient au niveau de la forêt classée, dans la forêt classée. Donc, quand certains ont eu écho de ce projet de déclassement de la forêt classée, certains promoteurs s'y sont allés à cœur joie à vendre ces terrains-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le président de la République, Macky Sall, reste sur son engagement premier d'offrir ces titres aux populations qu'il a trouvées là-bas au moment de l'engagement qu'il a pris. Par contre, pour les autres ne sont pas concernés. Et aujourd'hui, on parle d'urbanisation planifiée, de toute cette planification urbaine qu'il faut faire. Mais on la fera où? On la fera où si l'État ne dispose pas de foncier? À un moment donné aussi, il faudrait qu'on puisse, au-delà de l'émotion, que l'on puisse adresser les bonnes questions. L'État ne démolit pas pour démolir. Non. On pointe beaucoup le manque d'humanisme du service de l'État chargé de ces opérations, la DESCOS. Mais comment un promoteur peut-il vendre du foncier comme ça, ex nihilo? Il y a bien un responsable de l'administration publique quelque part qui a donné son OK, non? Je pense que l'enquête est en cours. Les responsabilités seront situées. Et j'ai pleine confiance aux fonctionnaires, aux professionnels qui ont la charge de ce dossier. Et je reste persuadée qu'ils sauront tirer la bonne décision. La gestion de cette épidémie de Covid-19 au Sénégal, toutes les considérations sur la communication ont été sans doute faites. Quand vous posez le débat au sein du gouvernement, en réunion du Conseil des ministres, pourquoi la mayonnaise ne prend pas au sujet du respect des gestes barrières? Est-ce que vous avez pu identifier les obstacles qui empêchent que la majeure partie de la population se conforme aux mesures sanitaires? Ça, c'est un problème de responsabilité individuelle. Le vendeur de fruits qui est à côté, la maquilleuse, la coiffeuse, tout le monde est interpellé par cette pandémie. Si aujourd'hui on en arrive à 20h à devoir fermer magasin, à 18h devoir fermer magasin, cela signifie qu'on a une baisse de son chiffre d'affaires. Donc il faudrait j'en appelle juste aux uns et aux autres à faire cette corrélation, à raisonner en termes de coût d'opportunité. La maladie, nous n'avons aucun intérêt à ce qu'elle perdure ici, puisque nous allons tous le ressentir, à des degrés divers, mais nous allons tous, les impacts, nous les ressentons tous les jours. Donc, c'est un appel que l'on peut faire, c'est une sensibilisation qui peut être faite. Et on en appelle vraiment à ce que ça soit fait à tous les niveaux, pas de manière institutionnelle, mais vraiment que chacun de nous puisse le ressentir et voir l'intérêt à respecter les mesures barrières pour que tous ensemble, nous puissions stopper cette maladie. Puisqu'il n'y a pas de solution individuelle. Il n'y en a pas. Aucun pays au monde aujourd'hui ne peut trouver cette solution individuelle. C'est tout un chacun en étant sur la même longueur d'onde, en respectant les mesures barrières qui pourront stopper cette maladie. C'est l'appel que j'ai à lancer. Alors, il y a également ce débat sur les mesures du gouvernement, leur pertinence, leur cohérence ou incohérence. Le couvre-feu établi sur Dakar et Thiès, il y a les écoles
Il y a 4 millions d'élèves qui se réveillent tous les jours pour aller à l'école. Ils sont en vacances. Débat entre syndicalistes. Faut-il prolonger les vacances ou pas? Faut-il y retourner dès lundi, demain? Pour vous, mère de famille, quelle est la meilleure approche? Faut-il prolonger les vacances scolaires du premier semestre pour permettre de lutter davantage contre la propagation du coronavirus? Je considère qu'il y a un comité de gestion de cette pandémie. Et dans ce comité, j'ai beaucoup de respect pour leur professionnalisme et pour la qualité des ressources humaines qui y sont. Il y a des profils diversifiés, très, très, très diversifiés et très pointus. Donc, si on arrive à prendre une mesure, je pense qu'il n'est pas de notre ressort, nous autres, qui n'avons pas tous les éléments à notre portée pour discuter de la pertinence de ces mesures. Je reprends encore, ce que nous devons faire, c'est vraiment respecter les décisions et vraiment bouter hors du monde ce virus qui nous fatigue et qui refuse de partir. Mais vous qui détenez ces gros projets de logements sociaux-là, avec la conséquence économique de cette crise sanitaire, pensez-vous que vous allez échapper aux possibles impacts pour des projets comme ceux-là, qui demandent la mobilisation de beaucoup de ressources financières surtout? Ce projet n'est pas une commande publique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État qui achète. Les privés aussi sont... Les privés sont impactés. Ouais. Ils sont impactés, mais vous savez, aujourd'hui, par rapport aux pays développés qui sont à des taux d'intérêt négatifs, l'Afrique est une aubaine. Donc, nos Sénégalais, nos partenaires, nos promoteurs sénégalais, les investisseurs, ils captent des ressources un peu partout à travers le monde. Donc, dès l'instant que le marché est intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la demande sécurisée qui va tirer l'offre. S'ils trouvent un intérêt à venir adresser ce marché-là, ils le feront très certainement. Donc, nous n'avons pas de souci par rapport à ça. Du reste, il faut continuer à prier, à respecter les mesures barrières pour que très, très, très rapidement, qu'on retourne à notre mode de vie d'avant. Victorine Ndeye, vous êtes la secrétaire d'État au logement sous la coupe du ministère de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement, dirigé par Abdoulaye Sow, qu'on ne voit pas, parce qu'il est CEO de l'Afrique pour battre campagne pour Augustin Senghor, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, même s'il est toujours, lui, Abdoulaye Sow, vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Il laisse son travail à Dakar pour battre campagne. Abakar, ceci est un faux débat. Le président de la République, il porte la candidature de maître Augustin Senghor. Et il s'est donné les moyens gouvernementaux comme diplomatiques pour assurer le succès de cette candidature, qui sera aussi un succès pour tout le Sénégal. Et c'est dans ce cadre que le ministre Abdoulaye Sow bat campagne, comme vous avez dit, avec son homologue, monsieur Matarba. Maintenant, pour ce qui est du ministère, le ministre Abdoulaye Sow est le chef d'orchestre. Il est le chef d'orchestre et il organise en fait le travail. Nous sommes tous autour de lui, chacun en ce qui le concerne, à produire des résultats. Il y veille, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un aussi, je profite de cette tribune pour le dire, comme il m'appelle, je suis sa jumelle, on est quasi des jumeaux. Et il est très professionnel. Donc pour ce volet-là, ne vous inquiétez pas du tout. C'est un ministre qui maîtrise ses dossiers. Et aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et aussi, il n'est pas tout le temps en campagne. Sachant raison garder, il est bien présent au niveau du ministère. Il tient bien son ministère. Maintenant, c'est une confiance c'est une charge que le président de la République lui a donnée, que d'accompagner, de soutenir la candidature de maître Augustin Senghor, et il s'y attelle, comme il s'attelle aussi à la mission que lui a confiée le président de la République, la charge du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. On enchaîne avec notre question. L'affaire Ousmane Sonko. Les accusations contre le leader de PASTEF, ancien candidat à l'élection présidentielle.
accusation de viol présumé contre lui. Quel est votre commentaire? Parce que lui et ses militants, ils pensent que c'est une manipulation du pouvoir. Il est regrettable à tout point de vue, cette situation. Franchement, c'est une situation qui est regrettable à tout point de vue. Mais il ne me revient pas de commenter une histoire, une question qui est pendante au niveau de la justice. Il vous accuse d'avoir manipulé tout ce qui se passe autour de cette affaire-là. Est-ce que dans votre parti, l'APR, dans le gouvernement auquel vous appartenez, vous êtes interpellé? Vous n'allez pas rester muet face à une si grosse accusation, fondée ou pas? Il me semble qu'au Sénégal, il y a la séparation des pouvoirs. Donc, je ne vois pas comment je pourrais interférer sur une décision, sur un dossier qui est au niveau de la justice. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour nous autres, ce n'est pas de fomenter des complots. Nous avons assez de matière. Nous sommes appelés, nous sommes attendus. La demande des Sénégalais est très, très, très forte. Donc, nous sommes, comme le dit Monsieur le Président de la République, nous devons être en mode fast-track et délivrer très rapidement. Comme je l'ai eu à le dire, pour ce qui me concerne, pour le secteur du logement, nous sommes en train de nous battre matins et soirs, tous unis comme une seule, j'oserais dire, comme une seule femme, peut-être comme un seul homme, pour délivrer. C'est plus l'enjeu aujourd'hui, c'est plus les attentes de la population qu'autre chose. Il n'y a pas un plan de liquidation contre Ousmane Sonko au sein du pouvoir, vraiment, qui est une réalité politique, qui est arrivé troisième à la dernière présidentielle, la perspective 2024. Il n'y a pas vraiment un plan anti-Sonko chez vous? Babacar, j'ai 100 000 logements à produire. J'ai vraiment pas le temps de discuter du sexe des anges. Alors, votre engagement politique, on en parle, Victorine Ndeye, la surprise de certains de vous voir dans le gouvernement et en tant que cadre de l'APR, le parti présidentiel. Comment est-ce que, nous on vous a connu ici, comment est-ce que vous avez pris goût à la chose politique? Comment c'est arrivé? Je peux en dire beaucoup. J'ai quand même participé à Dakar ou en région à vulgariser la politique du président de la République. Mais Babacar, à vous, je peux le dire, c'est quand je suis arrivée au boss, quand j'ai découvert le PSE, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment mesuré en fait la dimension ou la pertinence de ce PSE. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé comment le président de la République était structuré. Le PSE structuré. Et je voyais la cohérence, comment telle et telle politique s'imbriquaient. Je me suis dit non. Et quand j'entendais aussi ce qui se disait par ailleurs, j'ai dit non, je ne peux plus me taire. Il faut que je sorte. Il faut que je m'assume. Il faut que je m'affirme. C'est ce que j'ai fait en intégrant la cellule des cadres de l'APR. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je porte mon bâton de pèlerin et chaque fois que j'en ai l'occasion, au niveau de ma communauté, au niveau de mon quartier, au niveau à Dakar ou en région, pour vulgariser. Comme je dis, la fiancée, elle est très belle, elle est facile à vendre. Alors, vous serez ou vous êtes militante APR Dakar en tant que native des SICAP, ou vous allez retourner à vos origines au sud du pays, en Casamance, pour faire de la politique avec votre parti, l'Alliance pour la République? Partout où le président de la République me demandera d'aller, j'irai. Parce que je suis une militante disciplinée d'abord, mais aussi je suis une militante du Sénégal. Je ne travaillerai pas pour la Casamance, je ne travaillerai pas que pour la SICAP, je travaillerai pour tout le Sénégal. Et le projet 100 000 logements, comme je le dis, sa réussite, ce sera la réussite du président de la République. Donc mon premier chantier, c'est d'abord ce projet, le 100 000 logements.
Maintenant, il reste. Je suis effectivement originaire de la SICAP. J'ai trouvé une équipe qui travaille à la SICAP. Comme j'ai eu à le dire, quand j'ai rencontré aussi des natifs, j'ai été déjà en Casamance et j'ai dit chaque fois que j'ai de besoin, j'apporterai mon soutien, puisque ce sera dans le cadre de la massification du parti, bien entendu, et de soutenir aussi mes frères et mes sœurs qui sont dans le parti. Voilà. La Casamance est un terrain difficile pour le pouvoir avec le phénomène Ousmane Sonko. Vous aurez peut-être choisi Dakar dans ce cas, ou allez-vous battre en Casamance pour... Et vous savez que je suis une femme de tête. Donc je ne vois pas de quoi je pourrais avoir peur. Le moment venu, on en reparlera. Alors, je n'ai vraiment pas peur des défis. La situation en Casamance, on enchaîne avec ça. Les opérations en cours menées par l'armée sénégalaise pour anéantir des bases rebelles. Pas beaucoup de commentaires sur le sujet, en tout cas officiellement. Quel est le regard que vous portez sur ces opérations de l'armée sénégalaise dans cette partie du sud du Sénégal ? La ligne du président Macky Sall a toujours été claire pour ce qui est de la gestion de la crise en Casamance. Ça a toujours été des concertations. Il a toujours privilégié les concertations. Il a toujours privilégié le dialogue pour le retour définitif de la paix en Casamance. Ça, tout le monde en a conscience. Mais il se trouve que le rôle de l'État aussi est d'assurer la sécurité des populations. Lorsque dans une zone, il y a du trafic de chanvre indien, il y a du trafic de bois, il y a de l'insécurité, il est du rôle de l'État d'assurer en fait cette mission. Ça peut être en Casamance, ça peut être à Dakar, ça peut être à Tilmaha. Pourquoi pas? Ça, c'est le rôle de l'État. Alors, vous avez parlé de dialogue, c'est important. Négocier, c'est toujours bon. Mais la difficulté de l'État, c'est d'avoir des interlocuteurs réunis qui accordent leur violon. Il y a beaucoup de chefs au sein du MFDC. Faut-il attendre qu'ils se réconcilient ou faut-il agir tout de suite comme le fait l'armée? Par rapport à l'armée, c'est pour des problèmes de sécurité. Maintenant, le problème de la crise en Casamance, c'est un problème très, très, très délicat qu'il nous faut manier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Pour ce que j'en sais, c'est que le président de la République accorde une grande importance au retour de la paix en Casamance. Et c'est une région vraiment qui lui tient à cœur. Nous autres de la Casamance, nous sommes très gâtés. Puisqu'en termes d'investissement, ce qui a été injecté, on le retrouve nulle part ailleurs. Et tout cela, il faudrait que l'on puisse le magnifier tous ensemble et le remercier pour cela. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question très sensible, la question de la paix en Casamance. Oui, alors il y a les enjeux économiques. C'est une région, une partie du pays extrêmement riche, en potentiel économique énorme. Rien que sur le tourisme, s'il n'y a pas toutes les garanties de sécurité, si toutes les conditions ne sont pas réunies, par exemple, les touristes ne viennent plus. Il faut très vite retrouver une stabilité, peut-être définitive même, non? Ah bah oui. Rien ne peut se faire sans la paix. Aujourd'hui, vous parlez du tourisme, ça c'est dans le secteur, ça c'est l'activité traditionnelle. Mais on va même plus loin, avec l'agropôle sud qui va se déployer dans pas longtemps. Donc c'est pour dire vraiment les investissements et tout ce soubassement en fait pour le développement de cette région. Tout ce qui a été fait en termes d'investissement, en termes d'infrastructures, la structuration de l'agropôle sud. Donc forcément... Les allègements fiscaux. Ah bah oui, forcément, il nous faut un retour de la paix en Casamance. Ça, je pense que la population en a conscience, l'État en a conscience, et il s'agira de réconcilier toutes ces positions-là pour un retour définitif, mais vraiment définitif, de la paix en Casamance. Je me rappelle pour la petite histoire, vers les années 2002, je travaillais dans un projet en Casamance, et il y avait un monsieur, paix à son âme, qui m'a regardé à un moment donné, il a souri. Il m'a dit, ma fille, il fut un temps, il fallait avoir le bras très, très, très long pour venir travailler en Casamance. Tellement c'était agréable, tellement la région était riche. Et aujourd'hui, on rêve de retourner à cela. La Casamance, ne l'oublions pas, elle a été le grenier du Sénégal. Vous rêvez qu'on revienne à cette situation d'antan où
tout va bien, la vie elle est parfaite là-bas? Je ne rêve pas, on y travaille. On vous remercie, Victorine Dey, d'être passée devant le grand jury de RFM. Quand on parlait de politique tout à l'heure, une petite question provocatrice, on va quand même vous la poser. Vous êtes jeune auprès de Macky Sall, à qui certains demandent de respecter les 2 mandats. Vous êtes jeune, vous venez d'entamer votre chemin dans ce vaste champ qui s'appelle champ politique. Vous êtes pour, vraiment, question rapide, réponse rapide. Alors, pour les hommes politiques qui ne savent pas prendre la retraite, vous dites quoi? Par exemple, vous êtes pour ou contre un 3e mandat? Question rapide, réponse rapide, Babacar. Comme vous avez dit, je suis une militante disciplinée. Et le président de la République, le chef de l'APR, du parti de l'APR, a décidé que nous n'en parlions pas. Et il n'est pas de mon ressort d'en parler. La question, elle s'adresse au président de la République, adressez-la lui. Pour moi, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les 100 000 logements. Cette question-là, tout le monde la fuit. Macky Sall est-il un dictateur? Est-ce que, quand il est avec vous, il se comporte en un roi? Pourquoi les plus hauts responsables du gouvernement ils ne veulent pas commenter certains sujets? C'est quand même incroyable. Un père de famille qui se soucie du bien-être de sa progéniture, qui ne laisse personne au bord de la route, soucieux du bien-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, soucieux d'offrir le meilleur aux Sénégalais. C'est comme ça que je le définirais. Merci Victorine Dey. Vous êtes la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement, chargé du logement. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Merci d'être revenu chez vous à GFM. Je le rappelle, vous avez été 5 ans directrice administrative et financière du groupe Futur Média. Merci à tous de nous avoir suivis, à Yaya et Abdou à la régie et à Magui au digital. Bonne fin de week-end et le grand jury la semaine.